ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir beaucoup, et c'est pour ça que moi je me projette vraiment à très long terme sur cette aventure. Parce que c'est un métier d'infrastructure. Donc de toute façon, c'est du long terme, et comme je te dis, nous, notre horizon là, sur les business plans qu'on fait, c'est pas 3, 4, 5 ans, c'est minimum 2030. Parce que de l'infrastructure. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on est financé notamment par des fonds d'infrastructure. On l'a été au départ par des fonds de venture, ce qui nous a permis, quand on était quelques bonhommes et quelques slides, d'avoir le financement. Maintenant qu'on est un peu plus établi, on est avec des fonds d'infra, et les fonds d'infra, ils ont l'habitude de ça. Les fonds d'infra, ils financent des lignes de chemin de fer, des autoroutes, des parcs solaires, éoliens et tout. Donc, se projeter sur le long terme, c'est précisément ce qu'ils font toute la journée. Donc je pense que c'est... Vous avez la même... On est aligné. Et ça veut dire une projection de rentabilité aussi éloignée que ça, ou on peut attendre de toi que tu sois rentable avant? Nous, on a des horizons de rentabilité qui sont relativement lointains. Si tu compares par rapport à, par exemple, je sais pas, d'autres boîtes de SaaS ou de tech dans lesquelles tu attends un retour très rapide. Mais en même temps, on a une perspective de rentabilité qui est beaucoup plus certaine, en fait. C'est-à-dire qu'on construit un réseau, on a des concessions dans des supermarchés, des hôtels, des restaurants, etc. Il y a peu de suspense sur le fait que demain, il y aura des millions de voitures électriques. Donc, ça va prendre du temps, mais l'équation économique, elle est très, très robuste. Il n'y a pas un aléa gigantesque. Sur la demande, c'est ça? Sur la demande. Ouais. À l'inverse, dans des boîtes de tech, tu peux avoir plus d'explosivité, des rentabilités incroyables très rapidement, mais c'est plus volatile. Qui peuvent être un peu plus volatiles. Et je pense que d'ailleurs, c'est un des sujets... Ce qui se passe dans la tech, c'est depuis un an maintenant, à peu près, tu vois, l'espèce de crise de financement et le fait que tout le monde est un peu la gueule de bois aujourd'hui. Soit dit en passant, c'est très difficile d'être entrepreneur et CEO dans la tech aujourd'hui. Tu es complètement stretché entre tes investisseurs qui ne sont pas contents parce qu'ils ont payé des valos délirantes et du coup, ils considèrent que tu n'as pas exécuté derrière, enfin, tu n'es pas à la hauteur de leurs attentes, qui étaient en fait trop élevées, et tes salariés qui ne sont pas contents non plus parce que tu serres la vis. Donc, franchement, et que tous leurs BSPCE ne sont plus du tout à la hauteur que ce qu'on imaginait. Absolument. Donc franchement, c'est pas un métier facile parce que tu es un peu stretché de côté. Mais le post-mortem, il est hyper intéressant. Je pense que ça développe beaucoup de résilience. C'est très utile pour l'écosystème. Et une des leçons pour moi, c'est qu'à la fin, le système de venture capital doit prendre des vues, à mon avis, un tout petit peu plus long terme. Donc c'est pas 3-5 ans, c'est plutôt 5-10 ans qu'il faut prendre. Parce que tu fais pas des gros business sain, structuré, solide en 3 ans. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut un certain nombre il faut un cap, quoi. Il y a beaucoup d'effets de mode, me semble-t-il, ou en tout cas, il y a eu. Et je pense que ce qu'on attend de l'écosystème de VC, c'est d'apporter... Ça manque d'ancrage, ça manque de stabilité, de dire, nous, on investit là-dedans, on sait que ça va prendre du temps, on est là long terme, ça va prendre 5 ou 10 ans, et on va pas faire, OK, la dernière mode, c'est quoi ? C'est les cryptos, c'est de l'IA, c'est quoi le truc ? C'est un peu comme un paquebot, tu changes pas de cap Exactement. Rapidement, quoi. Et c'est ce qui fait que tu construis, et je dis pas ça parce que, bon, forcément, je suis sans doute un peu biaisé par mon prisme un peu infrastructure maintenant, mais je pense que dans tous les business, c'est valable. Le fait de se dire, j'ai un cap, je le tiens, je vais pas, encore une fois, aller prendre les dernières modes des cryptos et compagnie, quoi. C'est assez rassurant, ça doit être assez particulier, je sais pas si c'est bien ou pas, mais de piloter une boîte avec un enjeu de rentabilité à long terme. Ça doit être assez particulier. Du coup, si c'est pas la rentabilité qui est un des curseurs ou une des métriques que tu suis aujourd'hui, quelles sont tes métriques aujourd'hui qui te font dire que Electra est sur la bonne voie ? Il y en a plusieurs, en fait. Il y a plusieurs choses. Il y a le parc de stations qu'on construit. Est-ce qu'on a un réseau qui se construit bien avec des coûts maîtrisés à des endroits qui sont intéressants ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quel est le taux d'utilisation de notre réseau ? Combien on a de gens qui viennent se recharger tous les jours ? Par point de charge, par station, on le mesure comme on veut. Mais ça, c'est un indicateur d'activité qui est très important parce que de là, on va se dire, est-ce que oui ou non, on a une demande qui est là, numéro 1, 2, qui croît dans le temps. Et donc, quand on va avoir de plus en plus de voitures électriques, est-ce qu'on va continuer à tenir cette croissance ? Est-ce qu'on va même faire un peu mieux que le marché ? C'est en tout cas l'objectif. Donc tout ça, on mesure. Et bien sûr qu'on est quand même très factuel sur les mesures financières, c'est-à-dire notre chiffre d'affaires, notre marge brute,
notre rentabilité in fine. Ouais, même s'il n'y a pas de rentabilité, il y a quand même des clients, il y a quand même une rentabilité à mesurer. Oui, alors nous, on va avoir une rentabilité, une marge opérationnelle positive à relativement court terme. Donc on parle d'un horizon de 3 ans à peu près. Okay. En revanche, comme on met des capex très importants au départ, beaucoup d'investissements, on va avoir une période de ce qu'on appelle de payback qui va prendre un peu plus de temps, parce que le temps que cette marge opérationnelle vienne couvrir l'investissement initial, ça va prendre un peu plus de temps. Mais c'est très typique dans l'infrastructure. Bon. Au niveau de l'énergie en elle-même, on parlait tout à l'heure sur certains marchés, des lois qui peuvent du jour au lendemain te faire basculer un business ou une idée qui semblait bonne et en fait que tu n'as plus le droit d'exploiter. Quand on voit tu me parlais, je crois, la dernière fois sur le fait que l'hydrogène n'était pas la meilleure énergie pour la petite mobilité, je crois, ou la mobilité légère, mais que potentiellement ça a une place. Entre-temps, Opium s'est cassé la figure et pendant quelques temps, ça semblait être une énergie assez intéressante pour certains. Tu disais que la demande était garantie à peu près pour toi. Tu vois pas de risque à ce que l'électricité soit un jour remplacée par un autre moyen et t'as pas une boule au ventre qui te dit de temps en temps j'ai un peu peur qu'on m'invente un nouveau truc? Non. Short answer, c'est non. Pour une question un peu longue. Je reviens sur un truc. La demande est totalement sécurisée. Non, je peux pas dire ça. Hein. Je dis simplement que comme on va avoir un marché important, puisqu'on va avoir des millions de voitures électriques, et je pense que l'ensemble des constructeurs automobiles ont annoncé qu'ils allaient électrifier quasiment tous leurs modèles à horizon 2030. Et si c'est pas 2030, ça sera 2035 avec l'interdiction des véhicules thermiques et la directive européenne. Je suis très confiant sur le fait qu'on va avoir une augmentation du nombre de véhicules électriques. Et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres tous les mois. Après, la demande, elle n'est pas garantie. Charge à nous d'avoir des stations au bon endroit, qui ont un bon service, à un bon prix. Il va falloir quand même s'assurer qu'on a des clients qui viennent et qui sont fidèles. Donc, c'est pas du tout garanti. Maintenant, je ne suis pas inquiet sur le sujet que tu évoques, qui est est-ce que la technologie peut évoluer de manière importante et qui rendrait obsolète en fait notre modèle, parce que indépendamment de ce que moi je pense, l'ensemble des constructeurs automobiles dans le monde ont choisi d'électrifier. L'hydrogène, c'est l'électrique à la fin, en fait, ce que ça délivre, mais d'avoir des véhicules électriques à batterie pour tous les modèles. Aujourd'hui, dans le monde, juste pour te donner un chiffre, tu as à peu près 10 000 voitures à hydrogène pour, dernière nouvelle, à peu près 20 millions de véhicules à batterie électrique. Donc, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce que l'hydrogène, c'est très cher aujourd'hui. Ça coûte très cher. Numéro 2, l'hydrogène, aujourd'hui, c'est extrêmement carboné. Donc 95% d'hydrogène qui est fabriqué, c'est très, très carboné. Donc on peut faire ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Et ça sera le cas pour les avions, par exemple? C'est l'hydrogène vert pour les avions dont on parle en 2000X? L'objectif, c'est qu'en fait, il y a un double phénomène. Il y a le mix énergétique européen qui est en train d'évoluer de manière très significative. Ça, je prends juste 2 minutes de recul là-dessus parce que c'est considérable. Et ça, dans les livres d'histoire, ça va être le gros shift qu'on étudiera. On est sur une demande qui était pilotable jusqu'à tout récemment, avec du nucléaire en France et dans les autres pays, du gaz, du charbon, du pétrole. Et on va passer d'un système qui est totalement pilotable avec des énergies fossiles ou du nucléaire à un système, je parle du système de génération électrique, où on a beaucoup plus de renouvelables. Le plan du Repower EU qui a été présenté juste après la guerre en Ukraine en 2022, c'est 69%, donc quasiment 70% d'énergie renouvelable dans l'Union européenne en 2028. Et ça, c'est quelque chose qui est arrêté. Ça doit représenter ça. C'est l'objectif, en tout cas, mais c'est un objectif sur lequel on va arriver. L'Allemagne, ils étaient à plus de 50% d'énergie renouvelable l'année dernière, hein, entre l'hydro, le solaire, l'éolien. Partout en Europe en ce moment, et moi qui fréquente pas mal le fonds d'infrastructure, c'est évidemment leur sujet de prédilection. Il y a des plateformes solaires, éoliens, hydro, biomasse. Il y a un big bang phénoménal là-dessus. Okay. Donc nous, de toute façon, on va être obligés de le faire aussi, puisque les nouveaux réacteurs nucléaires en France, ils ne sortiront pas avant 2035. Donc comment est-ce qu'on va faire pour augmenter? On produit à peu près 500 TWh d'énergie en France par an. Comment est-ce qu'on va faire pour absorber la demande supplémentaire qui va venir à la fois de l'électrification des transports, mais aussi notamment de tout ce qui est système de chauffage?
Grosso modo, l'idée, c'est on se débarrasse du gaz et du fioul et on remplace par des pompes à chaleur et donc qui marchent avec de l'électricité. C'est extrêmement vertueux et il faut le faire, mais simplement, ça va consommer un peu plus d'électricité. Et donc, le mix énergétique va devenir beaucoup plus volatile. Et pourquoi je te raconte tout ça? Parce qu'à partir du moment où il est plus volatile, tu vas avoir beaucoup plus de... Comment dire? Il y aura beaucoup plus de puissance disponible. Et ça sera, pour revenir à ce que tu disais, est-ce que c'est hydrogène, pas hydrogène, etc. Je pense qu'on sera dans un monde dans lequel l'électrification des transports et l'électrification, grosso modo, du chauffage, c'est totalement accessible, en fait. On est en train de le faire en ce moment. C'est assez incroyable, en fait, ce qu'on vit.